Bonjour et bienvenue dans le podcast AWS en français. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux chaque semaine. Comme d'habitude, je le répète, n'oubliez pas de nous laisser vos feedbacks dans les différentes plateformes de podcasts que vous utilisez pour nous écouter, que ce soit Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast pour ne citer que les principales. Et puis sur Twitter également, mon Twitter personnel, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un client ou un partenaire d'AWS que j'accueille en invité dans le podcast AWS en français. C'est André Dufour qui est directeur général d'Amazon Location Services en direct de Vancouver au Canada. Donc merci d'être là. Il est très tôt pour toi le matin, André. Avant de parler d'Amazon Location Services directement, c'est quoi les challenges que nos clients nous disaient en matière d'intégration de services de géolocalisation dans leurs applications? Oui, bonjour Sébastien, heureux d'être ici. Donc les clients maintenant depuis quelques années nous font part de 5 difficultés ou challenges en particulier en ce qui concerne une intégration avec des services de géolocalisation que nous ne fournissions pas à l'époque. Donc le premier, c'est vraiment d'établir ces intégrations tant au niveau technique que commercial. Donc, technique, on s'entend, faut créer du software et apprendre un nouveau API pour un nouveau fournisseur et découvrir leur nouvelle façon de faire, et c'est un investissement. Sûrement pas très surprenant. Mais l'autre difficulté, c'est vraiment sur le plan commercial. Donc, établir une nouvelle relation avec un nouveau fournisseur, ça se fait pas tout seul. Donc, il faut établir une nouvelle relation de facturation, obtenir l'approbation de son service de sécurité. Et c'est des trucs qui, en fait, peuvent ajouter plusieurs mois à un projet qui normalement pourrait être très simple autrement. Donc, première difficulté, l'établissement de cette nouvelle relation. Tandis que, évidemment, maintenant, avec Amazon Location Service, c'est un autre service AWS. Les clients peuvent simplement utiliser la console et c'est une extension tout à fait naturelle de l'expérience qu'ils ont déjà. Aucune nouvelle relation à établir. Le deuxième challenge, c'est en fait d'obtenir d'excellentes données géo partout dans le monde. Parce qu'il s'avère que les fournisseurs n'ont pas une qualité uniforme et ça peut être limitant pour les clients de s'attacher à un seul fournisseur. Ce que j'entends par cela, c'est ce qui convient à Boston, où un fournisseur peut avoir de très bonnes données, peut ne pas du tout faire l'affaire à Berlin. Et pour les applications qui ont une envergure globale, en fait, ça peut être un grand problème. Et naturellement, c'est pas pratique pour un développeur de créer 15 intégrations différentes pour 15 pays différents. Et donc, ce qu'on s'est efforcé de faire avec Amazon Location Service, c'est d'offrir une interface uniforme, donc une seule intégration à créer, mais qui donne accès à plusieurs fournisseurs de données. Donc, les clients peuvent, avec un simple choix de paramètres, adapter leur choix à leur région particulière. Le troisième challenge, c'est au niveau de la contrôle de la sécurité et de l'information privée. Donc, on s'entend, les informations sur l'emplacement de mes biens ou mon personnel, c'est très privé, autant au niveau de la loi que, je dirais, dans l'esprit des entreprises et des gouvernements qui ne veulent pas que cette information soit utilisée par d'autres, par exemple à des fins de vente de la publicité ou de se renseigner sur des choses que peut-être ils ne devraient pas savoir. Et donc, avec Amazon Location Service, la promesse qu'on fait aux clients, c'est que votre information privée vous appartient. Ça reste dans votre compte AWS, à moins que vous décidiez autrement. Et à ce moment-là, ça permet vraiment à des entreprises et des groupes gouvernementaux d'utiliser ces services de géolocalisation avec confiance. Ensuite, on s'entend que traditionnellement, les services de géolocalisation étaient assez coûteux. C'est des services qui sont quand même assez dispendieux et donc ça limitait l'innovation. Parce que nos clients nous disaient, il y a beaucoup d'applications qu'on aimerait bien créer et la localisation apparaît de plus en plus partout, mais avec les coûts qui existent dans le marché actuellement, on n'arrive pas on n'y arrive pas finalement financièrement. Et donc, avec Amazon Location Service, en fait, on offre un service qui est à peu près 10 fois moins cher que notre principal concurrent. Et donc, ça permet à ces applications
finalement d'exister et ça donne cours à l'innovation, ce qui est vraiment ce qu'on veut faire chez AWS. Et finalement, le cinquième challenge, c'est de passer le plus rapidement possible de la conception à la production. Donc, c'est assez facile de créer un prototype, généralement, mais lorsqu'on parle de vraiment passer en production, il y a toutes sortes d'autres considérations qui s'ajoutent, par exemple le monitoring, les alarmes, peut-être un service d'audit et tout ça qui, lorsque les clients doivent établir une intégration avec un service qui n'est pas d'AWS, c'est toutes des choses qu'ils doivent faire. Tandis qu'avec Amazon Location, c'est fourni en fait. Il y a l'intégration CloudWatch qui est fournie, CloudWatch Logs, CloudWatch Alarms, Metric, CloudTrail pour le service d'audit. Et donc, ça peut vraiment réduire le temps nécessaire pour passer en production. Et donc, nous sommes AWS, nous entendons nos clients qui nous disent ça, qui nous répètent ça. 90% de la roadmap d'AWS est basée sur les commentaires et les feedbacks des clients. Et donc, reInvent 2020, on annonce le service que personne n'avait vu venir, Amazon Location Service. C'est quoi Amazon Location Service? Excellente question. Donc, il y a 5 microservices qui composent Amazon Location Service. Le premier, c'est un service de carte géographique. Donc, naturellement, on peut pas parler de service de géolocalisation sans donner l'habilité de projeter des cartes. Donc, autant sous forme d'images que d'informations vectorielles. Donc, c'est selon le besoin du client. Deuxième service, c'est un service de géocodage et de renseignement sur les points d'intérêt. Donc, si je veux savoir où est la Tour Eiffel, je peux effectuer une recherche Tour Eiffel et j'ai ses coordonnées exactes ainsi que ses heures d'ouverture. Je peux convertir des adresses en coordonnées et inversement. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont nécessaires dans plusieurs applications. Avec des points d'intérêt, enfin, je suppose qu'on a des énormes bases de données là, mais des points d'intérêt pas uniquement touristiques, aussi au niveau du détail d'un magasin, d'un restaurant, d'un commerce. Exact. D'accord. Exactement. Et donc, pour augmenter nos bases de données, en fait, on fait affaire avec 2 fournisseurs, Esri, qui est bien connu dans le domaine GIS, ainsi que Here Technologies, qui est aussi utilisé de façon presque universelle, en particulier dans les services automobiles. Donc, Here et Esri sont nos partenaires à ce niveau-là pour les points d'intérêt. Excuse-moi, je t'ai interrompu, tu as dit 5 microservices, on en a cité 2. Donc, le troisième? Oui, donc, troisième, un service de routing ou planification de trajet qui me permet finalement de planifier un trajet vers une destination et peut-être même compte tenu de certaines restrictions. Donc, si je ne veux pas emprunter de tunnel ou d'autoroute à péage ou si j'ai des points intermédiaires où je voudrais m'arrêter, ça me donne le trajet de A à B. Donner la route optimale à suivre. J'ai 2 questions là. Ça veut dire, est-ce que c'est updaté en temps réel? Est-ce que c'est mis à jour en temps réel? Donc, avec des infos trafic, par exemple, n'allez pas par là, c'est chargé pour le moment ou... Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une optimisation qui tient compte trafic. Des conditions en temps réel. Donc, c'est en fait un point de différenciation par rapport à un système qui serait, par exemple, on-premise, où les mises à jour ne sont pas nécessairement en temps réel. Celui-ci tient compte des conditions actuelles. Et alors, j'ai noté que tu as utilisé le mot itinéraire, un service d'itinéraire, mais pas de navigation. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, c'est une différence de point de vue, en fait. Donc, un service de navigation qui n'est pas ce que nous offrons s'adresse aux chauffeurs ou aux conducteurs et ça donne des indications. Donc, prenez à gauche ou dans 90 mètres, empruntez l'autoroute 5 et voilà. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est le service vraiment qui s'adresse plutôt à quelqu'un qui fait la planification d'itinéraires. Donc, c'est plutôt back-office que conducteur. Et c'est vraiment parce que c'est ce que nos clients nous ont communiqué comme besoin plus urgent. Éventuellement, peut-être qu'on
on s'adressera aux conducteurs, mais pour l'instant, leurs besoins sont assez bien servis par les solutions actuelles. Donc, premier microservice ou premier service d'Amazon Location Service, la possibilité d'afficher une carte sur une zone donnée. Deuxième, le géocoding, transcodage d'adresses en coordonnées et vice-versa, plus la base de données de points d'intérêt dont tu as parlé. Troisième, les itinéraires, la capacité de construire un itinéraire optimal sous certaines contraintes. Quatrième, c'est un service de suivi ou de tracking. Donc, ça me permet de connaître la position soit en temps réel ou les positions historiques de mes biens ou de mon personnel. Donc, ça peut servir autant à des applications de sécurité, à savoir est-ce que les choses sont où elles doivent être, ou bien ça peut être un peu du côté planification. Par exemple, on a un client qui fait le suivi de ses biens lorsqu'ils sont acheminés vers une usine. Et donc, ça permet de savoir à quel moment on doit démarrer la ligne d'assemblage, etc. Ou bien, ça peut être plutôt de l'optimisation. Donc, dans le cas de services de livraison, par exemple, savoir où sont mes livreurs en fonction des travaux qui sont à faire, c'est naturellement très utile. Donc, service de suivi ou tracking. Donc, entendons-nous bien, c'est un service d'ingestion de coordonnées et de comparaison de ces coordonnées avec quelque chose prédéfini sur le back-end. Dans Amazon Location Service, il n'y a pas la partie matérielle qui capture, qui fait le tracking vraiment. On se base sur le téléphone là ou sur d'autres appareils qui envoient dans le cloud, qui envoient à Amazon Location Service des coordonnées et sur base de ça, on déclenche des traitements. J'ai bien compris? Exact. Et donc, c'est ça, nous, on fournit une interface REST et on se contente de consommer les coordonnées, peu importe leur provenance. S'il y a un besoin de communiquer, disons, en utilisant un protocole qui est plutôt à saveur IoT, naturellement, notre service AWS IoT est plutôt polyglotte et peut parler, par exemple, en MQTT ou toutes sortes d'autres choses. Et donc, il y a une intégration à ce niveau-là aussi. Quand tu dis qu'on se contente, c'est à très grande échelle et en toute sécurité et capable d'ingérer des millions de data points probablement très rapidement. Tu es très modeste en disant exactement. on se contente de... On se contente de régler cet énorme problème pour les clients, oui. Et le cinquième et dernier service qu'il y a à l'heure actuelle sur Amazon Location Service? Donc, c'est un service de geofencing qui est en fait plutôt relié au tracking ou au service de suivi. Donc, ça permet de définir des zones d'intérêt. Par exemple, un périmètre de 200 mètres autour d'un site qui m'intéresse. Et vraiment, c'est utilisé pour déterminer lorsque des biens ou un personnel dont je fais le suivi entre ou sort de cette zone qui m'intéresse. Et à ce moment-là, ça me permet d'avoir des alertes en temps réel. Donc, ça peut être un livreur qui arrive à proximité de sa destination et je pourrais envoyer un message SMS au client pour lui dire de bien vouloir descendre et recueillir les biens, ou ça pourrait être encore pour des applications de sécurité. Donc, si mes biens sortent d'un endroit prédéfini et que je m'y attendais pas, donc ça peut servir à ce niveau-là. Et donc, cinquième service, geofencing. Donc, cartographie, geocoding, itinéraire, suivi tracking, donc ingestion de coordonnées, et puis geofencing. Si des développeurs nous écoutent, on parle essentiellement développeurs d'applications mobiles et web, mais pas que, a priori, ça peut être des applications desktop en back-office quelque part aussi. Comment démarrer avec Amazon Location Services? Il faut être client AWS, il faut avoir un compte, et puis... Et puis, en fait, on se rend sur la console, et c'est une console dont nous sommes plutôt fiers. C'est très visuel et ça permet de découvrir les différents services de façon interactive. Donc, on peut créer une carte avec quelques clics pour les endroits qui nous intéressent. On peut effectuer des recherches pour les points d'intérêt ou les adresses directement dans la console et voir le résultat tel qu'un client le verrait. On peut définir des geofences visuellement en cliquant sur une carte. Et on peut même, en fait, simuler le déplacement d'un bien qui est suivi. Et par exemple, lorsqu'il intercepte une geofence, on peut voir l'événement qui est déposé sur Amazon Event Bridge et
et le résultat, soit un message SMS ou une fonction lambda ou un workflow step functions, par exemple. Donc, c'est vraiment la meilleure façon d'entrer en contact avec le service, c'est avec la console. Naturellement, c'est assez facile de passer à l'utilisation du API pour passer en production. Et donc, oui, la console permet de démarrer, d'avoir un sens du service grâce à l'interface graphique, de pouvoir interagir, simuler les API que ferait une application. Enfin, en tout cas, oui, interagir avec des cartes comme le ferait l'application. Mais si on veut écrire une application, il y a un SDK spécifique à télécharger où on peut simplement se baser sur notre bon vieux AWS SDK qui existe dans plein de langages. J'ai perdu le compte maintenant. Donc, le bon vieux SDK AWS fait l'affaire. On est intégré dans ça et c'est la meilleure façon de faire. Aussi, pour convertir les cartes qui sont sous forme vectorielle en images, en fait, on peut utiliser également quelque chose qui s'appelle MapLibre. C'est ce qu'on appelle un renderer. Qui est open source et donc qui peut consommer ces informations vectorielles et présenter une carte visuelle que le client peut utiliser. Alors, je ne m'y connais pas beaucoup en géolocalisation, mais je me souviens d'une chose, c'est que les cartes sont représentées par des carrés, des tiles, si je me souviens bien en anglais. Ça veut dire qu'il faut un fournisseur de tiles séparé ou c'est nous qui les fournissons également et c'est cette librairie qui va venir les chercher chez nous? Donc, c'est nous qui fournissons les tiles et donc deux formats, soit l'image où on n'a pas besoin d'un renderer comme tel, c'est vraiment juste des images, donc il s'agit de les afficher, ou bien des tiles qui sont l'information vectorielle. À ce moment-là, c'est MapLibre qui vient chercher. Ça fonctionne également avec Mapbox.gl. D'accord, donc on a le choix dans deux librairies qui permettent de consommer l'information vectorielle que nous fournissons et de les convertir en tiles, enfin d'aller chercher la bonne tile au bon moment, si je comprends bien le rôle de ces librairies tierces. Exactement, donc c'est d'obtenir le bon tile, de présenter les primitives pour se déplacer sur une carte, et en fait de convertir l'information vectorielle en image en fonction du style qui est choisi par le client. Il y a ma collègue Marcia Villalba qui a fait un vidéo tutoriel qui montre comment faire. C'est vraiment très très simple à faire. Sa vidéo est avec React. Moi j'ai fait une démo sur iOS. Ça a l'air peut-être un peu compliqué si vous n'êtes pas familier avec le principe de carte, mais je crois que notre conversation est beaucoup plus compliquée que le code qu'il faut pour l'écrire, parce que c'est vraiment très très simple et en plus il y a de la doc, il y a des exemples, c'est quasiment du copier-coller pour démarrer. On démarre oui, moi j'ai fait ma première application en 1 heure en partant de zéro, créer le nouveau projet, découvrir le service. Il y avait l'étape d'apprentissage du service, donc ça va très très vite. Mais donc on s'adresse essentiellement aux clients AWS existants pour qu'ils n'aient pas à aller chercher un fournisseur de cartes externe. Exact. Naturellement, quelqu'un qui n'est pas un client AWS pourrait le devenir en utilisant notre service, mais vraiment, je dirais que les avantages s'adressent surtout aux clients existants parce que ça l'évite en fait de découvrir un nouvel écosystème et d'établir une nouvelle relation avec un autre fournisseur, et en plus les avantages de l'intégration avec les autres services AWS sont plus avantageux naturellement pour quelqu'un qui utilise déjà ces services ou qui les connaît. Oui, et les données de géolocalisation qui sont capturées par les téléphones ou les appareils qui sont envoyés sur le service et restent sur AWS. Une fois que ça rentre sur AWS, ça reste chez AWS. Donc les clients ont la garantie que les données restent dans la région qu'ils ont choisie. À propos de régions, il y a plusieurs régions, je suppose. Je ne sais pas si tu les connais par cœur, mais le service est disponible dans plusieurs régions, et puis je suppose qu'il va s'étendre dans d'autres régions aussi, comme tous les services AWS. Exactement. Donc, on est dans, je dirais, la plupart des régions, dépendamment du moment où tes écouteurs entendent ce podcast, mais naturellement, on va être lancé dans, je crois, 9 régions au moment de notre general availability, et on va continuer de se propager partout dans le monde. Je pose la question, est-ce que c'est important pour les clients européens de savoir que les données arrivent en Europe et sont traitées en Europe et restent sur la région qu'ils ont choisie, comme pour toutes les données AWS d'ailleurs. Il n'y a pas de transfert de données d'une région à l'autre.
Est-ce que tu as quelques clients qui ont déjà adopté Amazon Location Service? Alors, je suis moins intéressé par les noms des clients que par le use case. Tu en as déjà cité 2-3 comme ça, mais si on peut rentrer un peu plus dans les détails des use cases. Qu'est-ce que font nos clients avec Amazon Location Services? Ouais, donc en fait, on a plusieurs clients parce que le service, comme tu as mentionné, a été lancé en preview à reInvent. Et donc, on a une compagnie, en fait, qui est un peu style Airbnb, donc c'est des réservations de vacances, qui utilisent nos cartes pour permettre à leurs clients de visualiser l'emplacement des propriétés. Donc, un use case très simple, très naturel, mais en fait, ce client-là a pu sauver beaucoup d'argent par rapport aux services qu'ils utilisaient précédemment. Mm-hmm. Ouais. Ensuite, aux Pays-Bas, il y a PostNL, donc le fournisseur de poste, qui utilise le service pour suivre ses biens et optimiser l'utilisation de ses camions de livraison. Et donc, pour eux, augmenter le taux d'utilisation de ces camions de même 1%, ça leur permet de sauver beaucoup d'argent. Et donc, avec notre service de suivi, ils obtiennent cette visibilité en temps réel ainsi que de façon historique. Donc, ils peuvent faire des choix qui permettent l'optimisation. Je dirais aussi qu'il y a une compagnie qui s'appelle Singleton Solutions qui développe un produit qui s'appelle Mobile Log. Donc, c'est une appli qui permet aux clients de Singleton de faire le suivi de leur livraison en temps réel. Donc, Mobile Log a pu, maintenant que nous avons ce service sur AWS, consolider toute leur infrastructure sur notre InfoNuage et éviter donc de développer des intégrations et des dépendances par-ci par-là vers d'autres services externes. Et ça leur permet aussi d'éviter certains développements à l'interne maintenant que nous fournissons, par exemple, un service de geofencing. Et donc, ils ont pu réduire de 50% leur temps de développement et économiser plus de 30% sur leur coût au total. Donc, c'est assez notable. Et ça me donne une bonne transition pour parler de coûts, puisque sur AWS, la granularité de la structure de coûts est assez importante. Il y a souvent beaucoup de métriques qui rentrent en compte pour définir le coût d'un service. Quelles sont les principales métriques auxquelles les développeurs doivent faire attention en matière de coûts pour utiliser Amazon Location Services? Ouais, donc la première chose à savoir, c'est que le service a été conçu vraiment pour être pour que les coûts ne soient pas un obstacle à l'innovation. Donc, il y a deux modes d'utilisation, vraiment. Le premier, c'est on-demand. Donc, à ce moment-là, on paye un certain montant pas très élevé par API. Et donc, les coûts seraient dominés, par exemple, par le nombre de tiles qu'on télécharge pour afficher des cartes, ou bien le nombre de requêtes au niveau du service de renseignement sur les points d'intérêt, ou bien combien de geocoding on fait, par exemple. Et donc, à ce moment-là, c'est un coût qui est proportionnel à l'utilisation. Par contre, il y a certains clients qui sont plutôt en affaires pour faire le suivi de leurs biens ou en fait pour vraiment faire du routage. Et pour eux, c'était plus naturel d'avoir un plan compréhensif qui avait un coût en fonction du nombre de biens suivis ou du nombre de véhicules qui sont routés. Donc, on a deux plans en plus de celui on-demand qui sont un coût mensuel, en fait, par bien ou par véhicule. Et ça comprend un certain nombre de transactions dans ce prix-là. Donc, ça permet d'avoir une meilleure prédiction des coûts pour ces types de use cases. Il y a un free tier, il y a un seuil d'utilisation gratuit si je suis développeur, que je veux essayer le service? Oui, absolument. Donc, il y a 3 mois gratuits avec le plan on-demand, et donc ça permet une bonne expérimentation pour vraiment découvrir. 3 mois à partir de quand? 3 mois à partir de la création d'un compte ou 3 mois à partir de la première fois qu'on utilise le service? La première utilisation. D'accord, ok.
Je pose la question parce qu'avec EC2, c'est les 12 premiers mois du compte où on a le free tier EC2. C'est pour ça que c'est important de faire la différence. Ne pas dire à nos développeurs, créez un nouveau compte. Donc, continuez à utiliser votre compte actuel et à partir du moment où vous utiliserez le service les 3 mois gratuit en déant certaines bornes, je suppose. Je mettrai les liens vers la page du service, évidemment, la doc, les exemples, la vidéo de Marcia dont j'ai parlé et la page de pricing. Comme ça, vous aurez tous les liens dans les notes de votre application de podcast. Tu travailles dans ce domaine-là depuis quelques années, la géolocalisation. C'est quoi le futur de la géolocalisation? Alors, je ne parle pas nécessairement de ce service-là, parce qu'on a une longue tradition de ne pas dévoiler nos roadmaps, et évidemment, ce n'est pas ici que je vais essayer d'extorquer des informations sur les prochaines versions d'Amazon Location Service, bien que je ne doute pas que vous travaillez sur le futur. Mais globalement, en termes d'application, en termes de demande client, la tendance que tu vois des applications qui utilisent de la géolocalisation? Donc, c'est plutôt intéressant. En fait, ce qu'on voit dans le domaine, c'est donc avant la géolocalisation et GIS, c'était vraiment un domaine qui était réservé aux gens qui se lèvent chaque matin et qui se disent bon, les cartes géographiques, c'est super excitant et j'ai envie de penser à ça toute la journée. Et maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que des éléments de géolocalisation se propagent en fait dans toutes sortes de nouvelles applications. En livraison, en personnalisation de marketing, par exemple, en visualisation. Et donc, c'est presque une vulgarisation et propagation de la localisation pour le commun des mortels, qui n'est pas nécessairement spécialisé dans le domaine. Et donc, c'est vraiment, en fait, la tendance qu'on a suivi en créant ce service. C'est quelque chose qui s'adresse pas nécessairement aux spécialistes, mais vraiment aux développeurs qui sont dans toutes sortes de domaines. Et on a l'impression que cette tendance va se maintenir. Et je confirme, c'est très facile à utiliser. Moi-même, en étant plutôt développeur d'applications mobiles et web, on démarre en moins d'une heure et on a son prototype qui tourne pour des cas simples. En tout cas, la documentation est très bien faite également. André, merci d'avoir été ici très tôt dans ta journée. Et encore merci d'avoir pris le temps d'expliquer Amazon Location Services aux auditeurs du podcast AWS en français. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.